Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire de la nouvelle série 2025 sur la gestion intégrée des ennemis des cultures, ou GIEC, qui vise à présenter aux conseillers et conseillères des pratiques en GIEC prêtes à être transférées aux producteurs et productrices agricoles. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire portant sur les innovations du désherbage en culture horticole. Tout d'abord, cette activité vous est offerte gratuitement grâce à un financement du Programme de partenariat pour l'innovation en agroalimentaire en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Pour les agronomes, dans le cadre du règlement sur la formation continue obligatoire des agronomes de l'Ordre des agronomes du Québec, la demande d'accréditation a été faite et l'information sera déposée sur la page web de l'événement prochainement. Pendant le webinaire, vous pourrez poser des questions aux conférenciers au fur et à mesure, mais les questions seront traitées lors de la période prévue à cet effet, soit à la fin du webinaire. Pour poser vos questions, nous vous invitons à utiliser le bouton Q et R, questions-réponses, ou Q&A dans la section en bas de l'écran. Pour le voir, vous devez passer votre souris dessus. Les questions qui n'auront pas été traitées par manque de temps seront envoyées aux conférenciers après le webinaire et un document contenant les questions et les réponses sera déposé plus tard sur la page web dédiée aux participants. Pour les échanges entre participants et les commentaires, nous vous remercions d'utiliser la section Clavardage. Pour ceux qui aimeraient obtenir la présentation PowerPoint, celle-ci sera déposée en format PDF sur la page web dédiée aux participants. Y seront également déposés divers contenus informatifs. Le lien pour y accéder est dans le courriel que vous avez reçu pour le branchement au webinaire. Nous pourrons vous le retourner au besoin. Vous n'avez qu'à vous adresser par courriel au service client du CRAAC. Ce même lien sera également déposé éventuellement sur AgriRéseau à la page web de l'événement. Pour ceux qui auraient acquitté en cours de webinaire, celui-ci sera capsulé et diffusé sur la chaîne YouTube du CRAAC dans les semaines suivant l'événement. Vous pourrez donc y avoir accès en tout temps. Vous trouverez éventuellement l'hyperlien vers la liste de lecture sur la page web de l'événement du site du CRAAC, à l'onglet Rediffusion et sur la page web dédiée aux participants. Passons maintenant à notre conférence de ce matin. Ce webinaire vous est présenté par Mme Izmir Hernandez, conseillère en innovation agricole pour 4 associations de producteurs, en coordonnant le réseau d'expertise en innovation horticole. Madame Hernandez, je vous invite à partager votre écran pendant que je vais vous présenter. Merci Izmir, beaucoup. Izmir est originaire du Mexique, où elle a complété des études en production et commercialisation horticole. Tout au long de sa carrière, elle a exploré divers aspects du secteur agricole. Au Mexique, elle a travaillé dans la recherche et la gestion de projets agricoles. Au Québec, elle a été propriétaire d'une entreprise de distribution alimentaire avant de rejoindre l'Union des producteurs agricoles, où elle a contribué à plusieurs initiatives, notamment les projets liés aux travailleurs étrangers, la formation en milieu agricole et un projet de développement international entre la Bolivie et le Québec. Depuis 2022, elle occupe le poste de conseillère en innovation agricole pour 4 associations de producteurs en coordonnant le réseau d'expertise en innovation horticole. Cette initiative vise à accélérer l'adoption de nouvelles technologies dans les secteurs de la production maraîchère, pommicole, de pommes de terre, de légumes en serre, ainsi que de fraises et framboises. Madame Hernandez, à vous la parole. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci beaucoup tout le monde de pour vous connecter à cette belle journée d'hiver. Encore une fois, Izmir Hernandez et je travaille pour le réseau d'expertise en innovation horticole. Aujourd'hui, je vais vous parler des technologies qui ont été recensées par notre réseau depuis 2022. Je vous présente les plans de la présentation. Je vais vous faire une présentation, une introduction au réseau. Je vais vous parler de sa structure. On va parler des activités, quelles sont les priorités d'automatisation pour chaque secteur et bien sûr, quelles sont les technologies de desherbage qu'on a découvert depuis la création du réseau. Et je vais vous parler d'un projet qu'on appelle la stratégie 3AH. Sans plus tarder, on commence. Le réseau, c'est un regroupement des 5 associations de producteurs et productrices horticoles et de la zone AgTech qui a été mis en place depuis 2022 pour valider et démocratiser les technologies en phase commerciale qui répondent aux enjeux de nos productrices et nos producteurs afin d'accélérer leur adoption.
On travaille avec la Zonactec. Il est partenaire comme les autres associations horticoles, sauf que c'est un partenaire stratégique parce que les autres, c'est les hubs des nouvelles technologies agricoles au Québec. Donc, ils vont faire souvent les ponts entre notre milieu horticole et leur milieu de développement des technologies. Donc, on travaille beaucoup ensemble. On crée beaucoup d'activités ensemble et ça crée notre force aussi, ça nous distingue aussi d'autres initiatives. On a la structure du réseau. Je travaille avec un comité de gouvernance et qui est formé des représentants des associations et de la zone ACTEC ainsi que de deux représentants du MAPAC. Et ces comités, c'est une instance qui est responsable de livrer les plans du réseau. Donc, c'est avec les autres qu'on va souvent brainstormer et décider comment on veut adapter notre plan puis diriger notre réseau. Et après ça, après les comités de gouvernance, on a les comités de pilotage par secteur où on va retrouver encore une fois les représentants de chaque filière, des producteurs et productrices agricoles, des intervenants du milieu et des partenaires industriels aussi. Alors, les comités de pilotage et les responsables de diriger les activités spécifiques de chaque secteur, vous allez comprendre un peu plus tard de quoi je parle. Donc, ces diapositives, c'est pour vous montrer les visages qui sont derrière les réseaux. On se rencontre à toutes les 2 semaines et on prend des décisions ensemble. Ça, c'est la liste des comités de pilotage par secteur. C'est sûr que je vais pas parler ou nommer chacune des personnes qui sont inscrites, mais c'est juste pour vous dire euh, qu'à travers les années, on a réussi à mobiliser plus de 70 personnes. Donc, on est très fiers de notre travail et c'est ça qui fait la force du réseau. On offre plusieurs activités à travers du réseau. Notre mission, c'est d'informer les producteurs et les productrices à propos des nouvelles technologies agricoles. Donc, on va instaurer des webinaires et groupes de discussion. On a des démonstrations au champ. On organise des activités de réseautage. Des fois, on profite des autres événements pour créer des occasions de réseautage aussi. Je parle beaucoup des activités de la zone ACTEC qui organise des cafés ACTEC où on va rencontrer des développeurs, puis qu'on voit que c'est aussi une occasion pour inviter d'autres producteurs. On a une veille technologique qui a été lancée depuis 2022, puis qui est en bonification depuis quelques mois. Et c'est la zone AgTech aussi qui nous a aidé avec le recensement des technologies parce qu'ils ont beaucoup de partenaires partout dans le monde et aussi à l'extérieur du Québec. Donc, on a des outils qui viennent un peu de partout. Euh, et on a mis en place depuis 2023 la stratégie d'accélération de l'adoption d'agri-technologie en horticulture, dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc, ça, c'est nos activités principales. On a des priorités. On a des priorités parce que quand on a créé le réseau, on aurait pu se lancer un peu partout, mais on a voulu structurer nos activités également et on a commencé en faisant des consultations avec nos producteurs. Donc, on leur a demandé quelles sont les tâches les plus énergivores en termes de main-d'œuvre. Et chaque secteur nous a nommé des 3 à 5 tâches qu'ils aimeraient automatiser en priorité. Donc, on voit bien que dans le cas du maraîcher, des pommes et des pommes de terre, les désherbages, c'est une des priorités. En 2024, ça on l'a fait en 2022. En 2024, on a refait des consultations pour élargir notre veille et aller cibler des équipements technologiques
qui peuvent améliorer l'efficacité opérationnelle. Donc, à ce moment-là, on voit que le désherbage revient pour les secteurs maraîchers. Il y a d'autres tâches aussi qui s'ajoutent, qu'on le relie beaucoup au changement climatique et c'est la détection des maladies. Et on a aussi, on a parlé du besoin d'avoir des outils pour la prévision des rendements et la gestion des entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on est en train d'élargir la veille. On a ajouté certaines tâches par secteur. On a organisé plusieurs démonstrations euh, pour le désherbage. J'ai mis des photos d'au moins 6 des démonstrations qu'on a organisées où on a assisté parce que des fois, les distributeurs nous disent de venir en petit groupe. Donc, des fois, ils nous invitent juste, oui, ils m'invitent juste à moi avant de vraiment lancer une démonstration plus publique. On a vu jusqu'à maintenant les Carbon Robotics. On a vu les robots desservants des Nayo, Lorio. On a fait l'année passée une démonstration du pulvérisateur de précision ARA de la compagnie EcoRobotics. On a vu aussi l'outil Stout. La compagnie des Cerbex, ça c'était plus en privé. Et on est allé aussi dans une ferme des courges pour aller desherber avec l'EcoWeeder. Je vais vous montrer tantôt les technologies une par une. On a aussi une activité parallèle à nos démonstrations. Des fois, les producteurs ou les productrices ne sont pas disponibles. Donc, on veut quand même qu'ils aient un retour sur l'expérience d'utilisation des technologies, qu'ils puissent accéder à ça. Donc, on crée des capsules vidéo et aussi l'année passée, on a créé une capsule vidéo avec Martin Van Winden, qui est le propriétaire d'une des plus grosses fermes maraîchères du Québec. Et on crée les capsules pour faire parler les producteurs parce qu'on se rend compte que c'est vraiment ces partages-là qui rassurent le plus les autres producteurs et productrices dans la réflexion d'achat de nouvelles technologies. Donc, je vais vous mettre la vidéo, c'est juste quelques secondes, juste pour que vous compreniez comment est-ce que ça marche. Bonjour, je m'appelle Martin Van Winden, propriétaire des fermes Hot et Van Winden. L'année passée, nous avons fait l'acquisition du robot ARA d'Éco-Robotique, un pulvérisateur intelligent qui cible la mauvaise herbe ou ta culture que tu veux. Nous avons vu de meilleures qualités de nos oignons, moins de phytotoxicité, moins de maladies. Présentement, c'est la meilleure technologie que j'ai achetée de ma vie. Bonjour, je m'appelle Jean-François Fontaine, gérant de territoire chez Nuverco. Après plus de 10 ans de recherche et de développement, EcoRobotics ont créé le pulvérisateur haute précision que l'on vous présente en ce moment. Pour répondre aux besoins du marché et aux normes mondiales, ils ont opté pour une version portée au tracteur. Elle a une influence positive et concrète sur la qualité de vie des producteurs. En effet, on remarque une réduction significative de leur stress, sachant qu'ils peuvent garder le contrôle de leur champ. Ce bénéfice essentiel transforme non seulement leur culture, mais également leur qualité de vie. Alors, c'est ça, on invite aussi les distributeurs ou les développeurs de la technologie pour ajouter plus d'informations techniques sur l'équipement, mais on ne veut pas faire des ventes. C'est vraiment les producteurs qui vont nous dire comment ça va. Donc, si vous voulez aller voir la version longue, c'est disponible aussi dans notre page Facebook. Veille technologique. Notre veille technologique regroupe à date plus de 500 équipements qui viennent répondre aux priorités que je vous ai nommées tantôt. C'est une base de données en ligne et on peut ajouter des nouvelles technologies à chaque fois. Présentement, on offre des rapports, c'est-à-dire qu'on a des rapports par secteur.
regrouper par tâche, par priorité ou par tâche opérationnelle. À partir de mars, on aura l'outil en ligne. Donc, toutes les personnes qui veulent l'utiliser, tous les producteurs qui appartiennent à nos associations et des intervenants pourront faire leur tri directement, donc aller chercher, mettons, un équipement en spécifique ou aller trier de la façon qu'ils le veulent. Je vous donne un exemple, mettons, j'imagine que beaucoup d'entre nous aujourd'hui iraient chercher des outils pour le désherbage, donc on peut filtrer puis aller cibler uniquement les équipements pour le désherbage et après ça, on peut grouper par secteur de production, par exemple. On a plusieurs colonnes, donc on a les noms de la technologie, l'organisation, on a les liens pour aller visiter la page web, on a une colonne aussi pour la description plus détaillée de la technologie, des commentaires, et quand c'est disponible, on a aussi les prix de chaque équipement. Donc, j'ai pris quelques exemples des technologies en désherbage qu'on connaît. Euh, Heureusement, c'est les technologies qui sont les plus disponibles, les technologies de désherbage, et c'est assez avancé. On en a plusieurs qui sont en commercialisation déjà. Il y en a déjà en distribution au Québec. Il y en a qui se font au Québec. Et dans tous les cas, on a des contacts avec les propriétaires ou les distributeurs de ces technologies. Donc, je vous parle présentement, je vais vous parler des Trabotix. Ils viennent des Pays-Bas. On leur a parlé l'année passée. C'est une technologie qui va faire du désherbage mécanique à l'aide aussi de l'intelligence artificielle. Jusqu'à l'année passée, ils ont travaillé dans la pomme de terre et la fraise. Ils sont encore en stade de développement de prototype. Donc, sont pas au niveau commercial et ils réfléchissent encore pour savoir s'ils veulent vendre leurs produits ou aller faire eux-mêmes faire de la location des équipements ou aller faire eux-mêmes le désherbage et établir un prix par rendement par culture. Donc, c'est pas encore déterminé, c'est pour ça qu'on l'a pas mis sur la diapositive. Les autres utilisent un outil de désherbage qui c'est comme plusieurs vis qui tournent et c'est l'intelligence artificielle à travers des capteurs qui vont détecter la mauvaise herbe. C'est sûr que c'est plus convenable d'utiliser la technologie quand la mauvaise herbe est toute petite et ils sont capables de la détecter quand elle est assez petite. Donc, ils disent que ça fonctionne bien. Encore une fois, ils sont loin. C'est ça qu'ils nous disent, mais on aimerait quand même avoir les retours des utilisateurs les moments venus. Euh, une, Peut-être une spécificité pour cette technologie, c'est qu'ils doivent jusqu'à maintenant travailler sur des planches des 65 cm de largeur. Donc, ça ne s'adapte pas à toutes les productions ici au Québec, mais ils allaient construire des nouveaux prototypes pour 2025 et voir s'ils pouvaient changer la configuration de leurs machines. Donc, on est toujours en conversation avec les autres. On a le Stout. C'est une technologie encore qui fait du désherbage mécanique. C'est complètement commercial. Il travaille déjà dans les laitues, les choux de Bruxelles, les bétacardes, les courges, les asperges et les céleri. Ça vient des États-Unis, mais on a un distributeur au Québec qui est TerraPro. Ça peut coûter entre 315 000 dollars américains jusqu'à 1 million, dépendant les nombres des planches qu'on veut desherber. Et c'est aussi à l'aide des caméras et des algorithmes qu'on va plutôt établir une zone de protection pour pas endommager
les laitues. C'est sûr que les laitues doivent être plantées avec GPS, puis on doit quand même avoir une production assez homogène pour que l'outil puisse fonctionner. Le Icy Weather, c'est une technologie assez semblable, c'est un peu moins cher de ce qui nous indiquent les producteurs. On a contacté dernièrement la compagnie pour qu'elle nous donne un prix plus exact. Donc, ils travaillent dans les laitues, les brocolis, les poireaux, les oignons et les courges. C'est commercial, ça vient de l'Allemagne. Et une particularité de cet équipement, c'est qu'on peut acheter la version avec les capteurs et l'intelligence artificielle ou tout simplement l'outil mécanique. Et c'est plutôt l'utilisateur qui va décider c'est quand que on ferme les pinces puis qu'on vient desherber et entourer, contourner les cultures. On a vu, ça c'est une des technologies les plus polémiques en desherbage, c'est le laser weeder de la compagnie Carbon Robotics. C'est un robot desherbeur au laser. Il est gros, c'est plus d'une tonne, je pense, des poids. euh, de l'équipement, ça fait plus d'une tonne de poids. Il travaille dans les betteraves, les carottes, les laitues, les oignons, les bêta-cartes, la coriandre et les épinards et d'autres cultures en feuilles. C'est commercial, ça vient des États-Unis et il est très cher. J'ai parlé dernièrement avec le producteur qui l'a acheté ici. On a un producteur qui fait des betteraves qu'il a acheté l'année passée. Il a payé 1,585 million américains et à partir de cette année, c'est-à-dire de la deuxième année, il doit payer 45 000 encore une fois, américain, à la compagnie pour avoir accès à tous les systèmes informatiques et aux services techniques. Ça va inclure aussi les pièces brisées si jamais ça l'arrive. Jusqu'à maintenant, il m'a dit qu'il n'a pas eu d'accident, que tout fonctionne bien. C'est une machine très précise. On l'a vu en 2023. Ils sont venus faire une démonstration euh, à la ferme d'Elfland. On a fait la démo avec l'outil. Au début, ils savaient développer un robot autonome, mais ils se sont rendus compte qu'il était trop pesant et que c'était plus facile de créer une machine attelée au tracteur. Donc, ils ont changé les dessins, mais toutes les désherbages et les capteurs, la caméra, en fait, la technique de désherbage reste la même. Donc, ça a bien identifié la mauvaise herbe. Il y avait des mauvaises herbes tellement petites qu'on ne les voyait pas, nous, mais que les robots a détecté. C'était impressionnant. Euh, il n'y avait pas identifié, on était dans les oignons, je pense. Il n'y avait pas identifié les pourpiers. On était dans les terres noires, mais ils n'avaient pas encore intégré cette mauvaise herbe à l'algorithme. Je sais qu'ils l'ont fait dernièrement. Et on était dans une journée assez chaude. C'était l'été et c'était sec. Donc, les lasers étaient trop forts aussi et ça causait un peu de feu. Alors, il a fallu arroser. Ils avaient vu cette problématique-là déjà ailleurs. Donc, ils ont ajouté dans certains équipements comme une espèce de euh, tape avec euh, qui peut mettre de l'eau avant ou après l'application du laser. Donc, ils ont trouvé une solution pour ça. Les producteurs qui font des betteraves n'ont pas eu de problème à ce niveau-là. En fait, il était super satisfait de la performance de la technologie, tant mieux parce que c'est pas, c'est pas donné, c'est assez dispendieux. Et si jamais vous voulez connaître un peu plus sur l'expérience d'utilisation de ce producteur avec le Laser Weeder, on aura un webinaire le 26 février.
dans le cadre des mercredis maraîchers de l'Association des producteurs maraîchers. Donc, vous êtes tous invités à nous joindre pour cette journée-là. Je vais vous laisser mes coordonnées à la fin de la présentation, comme ça vous pouvez me contacter. Mais l'événement devrait être publié aussi dans la page web de la PMQ. Ça, c'est un autre robot. Ça vient de la compagnie Nayo. C'est une compagnie française. Ils sont présents au Québec. Ils sont des représentants des ventes ici. C'est un robot électrique porte-outils. Donc, on peut aller desherber des oignons, des carottes, des poireaux, des laitues et des épinards. Et on peut changer l'outil de desherbage comme on le veut. Il va utiliser aussi des caméras et ça va demander aussi, ça demande quand même une adaptation. Ça demande un peu de formation pour bien placer le robot puis apprendre à l'utiliser. On doit créer une carte GPS en premier, donc on fait notre carte et on la met sur le robot et après ça, le robot devient tout à fait autonome. Donc, on peut tout simplement l'amener au champ une fois que tout est programmé et presser sur le bouton de Start et c'est le robot qui va faire tout le tour de nos... qui va faire tout l'aller-retour de nos parcelles comme on l'a créé auparavant avec les cartes GPS. C'est commercial et ça se vend à partir de 274 500 dollars canadiens cette fois-ci. Et on doit penser aussi au coût du transport. Euh, Jusqu'à l'année passée, on n'a pas connu quelqu'un qui l'a acheté ici au Québec, mais je sais qu'en Ontario, il a été adopté, il me semble, pour la culture des carottes et des oignons. Il y a aussi un distributeur en Ontario pour les robots. De la même compagnie, on a les robots Nayo, les robots Oz, désolé, qui est un robot porte-outils aussi. Il est beaucoup plus petit. On peut l'utiliser dans plusieurs cultures parce il va faire le désherbage entre les rangs. Donc, on l'a vu déjà dans des cultures des poivrons, des fraises, des maïs. Il est très utilisé dans les maïs. Des laitues. Donc, c'est vraiment un petit robot qui s'adapte bien. Ils se vendent à partir des 50 000 dollars canadiens. Et c'est ça, c'est très versatile. On peut changer aussi les outils. Et on a eu des bons commentaires aussi des producteurs ou productrices qui l'utilisent. C'est le même principe. On va créer une carte GPS et après ça, on va programmer les robots puis on va les laisser aller tout seuls. Même qu'on peut l'opérer manuellement si on le veut. Mais c'est sûr que l'idée d'adopter un petit robot désherbeur, c'est pour nous libérer un peu de temps. Donc, c'est sûr que l'objectif premier, c'est de les faire fonctionner tout seul. Ça, c'est un robot qui vient de Danemark. C'est le Farm Droid. Il est un robot qui fonctionne avec l'énergie solaire. Il est mécanique et utilise aussi de l'intelligence artificielle et il n'y a pas de capteur, celui-là. Ça, c'est sa particularité, c'est que si on utilise les robots pour desherber, on aurait dû l'utiliser pour semer. Il faut semer ce qu'on va desherber avec les Farm Droid. Donc, il va déterminer la place. En fait, il va enregistrer dans son système la place où il a mis la semence et après ça, il va se rappeler, il va venir faire les désherbages. Donc, une fois qu'on a planté,
qu'on a semé, on peut revenir tout de suite pour faire le désherbage parce qu'il aura dans sa mémoire la place de chacune des semences qu'on a mis sur le sol. On l'a testé au Canada, dans les oignons, les rutabagas, les betteraves, les carottes et les épinards. On connaît un producteur de betteraves qui l'a utilisé en Ontario. Euh, Au début, était sceptique parce que c'est sûr que depuis qu'il utilise les robots, il a changé, il a modifié sa densité de plantation. Donc, sa densité est moindre avec les robots, mais il s'est rendu compte que son rendement est meilleur, qu'il a des légumes d'un plus gros calibre, sont plus gros, sont plus beaux. Et c'est à cause que sa production est devenue beaucoup plus homogène en utilisant les robots. C'est un robot très lent. C'est dans le but d'éviter des accidents et aussi dans le but d'aller trouver la place de désherbage plus facilement. Ça se vend à partir des 175 000 canadiens et on a un distributeur au Québec qui est Frontlink et on espère d'organiser des démonstrations au champ avec les autres cet été. Donc, si vous voulez rester connecté avec les réseaux, à la fin de la présentation, je vais laisser un code QR où vous pouvez aller vous abonner à notre infolette et c'est là qu'on publie toutes nos choses. Et on a aussi la page Facebook du réseau où on met nos activités également. Donc, je continue avec les technologies. Ça, c'est les robots Desherbex de la compagnie du même nom. C'est un robot québécois qui fait du desherbage mécanique à l'aide aussi de l'intelligence artificielle. Il a été testé dans les laitues, les carottes et les oignons jusqu'à maintenant et ils sont à un stade pré-commercial, donc on n'a pas de prix pour l'instant. Ils se demandent aussi s'ils vont ça va être quoi leur modèle d'affaires. Donc, et ils ne savent pas s'ils vont le vendre ou s'ils vont en faire de la location ou s'ils vont faire les services directement, des desherbages directement à la ferme. Ça, c'est les robots que je vous ai montrés un peu avant. C'est un robot qui vient de l'Allemagne. Il fait du désherbage mécanique et c'est pour les cultures qui sont... euh, c'est pour les cultures où chaque plante se trouve à, à plus de 5 pouces de distance. Euh, Ça coûte entre 150 000 et 300 000 canadiens selon le nom des rangs qu'on vous desservez. Et c'était adopté au Québec par un de nos producteurs. Il est content avec l'outil. Ce qu'il nous a dit, c'est que ça lui a pris un peu de temps avant de bien maîtriser l'équipement parce que, comme dans les autres cas, on doit bien se placer au début de chaque allée, mettons, pour ne pas endommager les cultures. Donc, ça prend un peu de maîtrise. Et c'est sûr qu'une fois qu'on comprend comment l'équipement fonctionne, on laisse presque toujours les mêmes opérateurs effectuer les desherbages. Finalement, j'ai mis les robots desherbeurs Ara de la compagnie EcoRobotics. Lui fait plutôt un desherbage chimique, mais de précision. Je vous explique, c'est comme un ordinateur qu'on met sur les champs et qui va identifier la mauvaise herbe dans plusieurs cultures. Jusqu'à maintenant, il travaille dans les épinards, les oignons, les laitues, les carottes, les haricots verts, les betteraves, les brocolis et le maïs sucré. Et il va identifier plusieurs mauvaises herbes dans chaque culture. Et il utilise un algorithme très fort. Donc, si, mettons, euh, la culture qu'on veut desserver n'est pas dans la liste des cultures ciblées, on peut quand même desservir en
établissant une zone d'exclusion. Donc, on va dire, dans un carré des 5 cm, tu ne vas pas pulvériser. Donc, ça te permet de pulvériser à proximité, mais pas mais pas cibler la culture. Il est en stade commercial. Ça vient de la Suisse, mais on a le distributeur au Québec qui est Univerco et ça coûte à partir des 240 000 dollars US, plus on a un abonnement de 9 000 pour accéder à 3 algorithmes pour 3 cultures différentes. Donc, mettons, si je l'achète et je dois choisir entre la liste des cultures que je viens de vous nommer. C'est un robot qui est très bien reçu au Québec. Jusqu'à date, je pense qu'il y en a plus de 10 qui sont vendus. Puis il y a un producteur qui l'a acheté depuis 2022, qui est super content avec lui et qui aide beaucoup la compagnie aussi à développer de nouveaux algorithmes. C'est très précis et ça détecte les mauvaises herbes dans une stade de croissance très petite aussi. Donc, et ça coûte beaucoup moins cher que d'autres équipements comme les desherbeurs laser. Donc, on a des très bons commentaires. Comme vous l'avez vu dans la capsule vidéo, Martin Van Winden, c'est celui qui l'a acheté en 2022. Il est super content. Il est toujours content d'utiliser le robot. Et on nous parle de faire des économies d'au moins 80% dans l'application des pesticides. Donc, c'est bon pour les économies, mais c'est bon aussi pour la santé du sol et l'environnement. Et finalement, les clients aussi auront un produit moins arrosé. Donc, c'est un produit qui est très bien perçu pour l'ensemble de l'industrie. Et bon, maintenant, je vais vous parler de notre projet de stratégie d'accélération de l'adoption d'agritechnologie en horticulture. Je n'irai pas trop en détail parce que ben, l'objectif d'aujourd'hui, c'était de parler des technologies de desherbage, mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Alors, quand on a créé le réseau, on a consulté les producteurs, ils nous ont nommé les tâches qu'on doit prioriser pour son automatisation. Mais en même temps, ils nous ont parlé des enjeux qui leur bloquent pour acheter une nouvelle technologie. Donc, on a retrouvé les prix élevés de certains équipements comme frein à l'innovation. Ils nous ont parlé du retour à l'investissement, de la complexité de la technologie, mais dans tous les secteurs, dans chaque comité qu'on a organisé, les producteurs nous ont dit la même chose. Même si j'ai de l'argent pour m'acheter des quoi, je ne sais pas, je ne suis pas sûre s'il va fonctionner chez moi. Donc, les plus grands enjeux, puis l'enjeu qui a été mentionné dans tous les secteurs où on travaille, c'est les manques de validation des technologies. Donc, avec notre comité de gouvernance, avec toutes les associations, la Zone Agtech et nos intervenants du MAPAC, on s'est dit, on doit cibler cet enjeu-là si on veut qu'au Québec, on achète plus de technologies, qu'on se modernise plus dans les secteurs horticoles. Et on est venu avec l'idée de créer un réseau de tests de technologies. Mais quand on a approfondi dans notre réflexion, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait créer une stratégie un peu plus large si jamais on voulait que notre réseau de tests fonctionne. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec l'idée de la stratégie 3AH. On l'a divisé en 5 axes et tous les axes font que ça fonctionne dans son ensemble. Je vous explique l'axe 1, c'est pour pérenniser les activités du réseau. C'est que le réseau a été financé par le programme PDTS du MAPAC qui finissait en décembre 2023. Donc, si on n'avait pas de réseau, on ne pouvait pas
gérer la stratégie. Donc, c'était très important de sécuriser les réseaux avant tout, avant de nous lancer dans cette nouvelle aventure. Après ça, on s'est dit, oui, on veut tester des technologies, mais on a besoin de technologies. Et c'est pour ça qu'on a créé l'Axe 2, qui est géré par la zone AgTech et c'est pour améliorer la disponibilité des technologies. Donc, la zone AgTech, depuis l'année passée, a lancé des appels à projets pour aller chercher des compagnies du Québec et d'ailleurs qui répondent à nos enjeux d'automatisation. Et l'axe 3 et 4 vient créer notre réseau de tests. Et on veut tester des technologies, oui, mais l'axe 3 va cibler la création des protocoles d'évaluation des technologies. Et pour ça, on veut travailler avec des centres de recherche qui nous disent euh, qui nous donne une méthodologie pour tester une certaine technologie qui répond à un enjeu. Mettons, dans les desherbages, on veut tester toutes les technologies qui font du desherbage et avoir quand même un cadre commun pour les tester à chaque fois. Et après ça, on leur demande de adapter toute la méthodologie pour créer un protocole spécifique qui va évaluer une technologie, mettons des desherbages mécaniques ou des desherbages par pulvérisation ou laser. Donc, c'est ça qu'on est venu chercher avec les centres de recherche parce que toute l'information qu'on a sur les technologies présentement, c'est celle que les développeurs nous donnent. Et, mais ils fonctionnent de bonne foi, mais des fois, euh, un équipement qui fonctionne en France ne va pas être adapté nécessairement à notre environnement de production au Québec. Donc, c'est pour ça que, on veut que ce soit les centres de recherche qui nous disent comment est-ce que ça fonctionne pour avoir des données valides et des données objectives. Donc, ça, c'est l'axe 3. L'axe 4, c'est la mise en œuvre de tout ce qu'on a créé pour les protocoles. Donc, on va aller évaluer des technologies au champ ou en serre, dépendamment de notre secteur de production, pour savoir comment est-ce qu'elles performent en conditions d'utilisation réelle. L'axe 5, c'est pour financer l'achat des équipements de la part des primo-adoptants parce qu'on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de programmes qui subventionnent les nouvelles technologies parce que souvent, ils ne sont pas éprouvés au Québec. Donc, il y a ces risques-là, mais comment est-ce qu'on veut aider nos producteurs à acheter quelque chose de nouveau? Comment est-ce qu'on veut moderniser nos secteurs si on donne pas si on n'a pas autant de subventions pour ça? Donc, voilà, ça c'est la stratégie dans son ensemble. Et c'est un projet qui englobe un peu plus de 1,6 million de dollars. On a des contributions du MAPAC à l'auteur d'un million à peu près. C'est le MAPAC qui a financé les activités du réseau et les axes 3 et 4 et le MEI appuie la zone AgTech directement. On a de l'argent des associations et des partenaires privés également et on a beaucoup, beaucoup de temps en nature y investi. Jusqu'à maintenant, on travaille sur l'axe 2 et 3, c'est-à-dire sur les appels à projets pour aller chercher des nouvelles compagnies AgTech avec la zone AgTech et on a commencé cette année avec le développement des protocoles dans le secteur maraîcher des pommes et des fraises. Et dans les cas du secteur maraîcher et des pommes, on va travailler sur les desherbages. Donc, on va tester une technologie dans chaque secteur sur 200 et on va créer tous les protocoles. Et dans les protocoles, je ne l'ai pas mentionné tantôt, on veut créer, oui, la méthodologie d'évaluation, mais on veut aussi avoir une grille de compilation des données et aussi créer un outil de comparaison technico-économique pour comparer la performance de la technologie euh, avec mettons, dans le cas du desherbage, avec les desherbages manuels.
donc la façon traditionnelle d'effectuer la tâche. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler de la stratégie parce que dans les cas des deux secteurs, on va cibler les desherbages tellement il est important pour l'horticulture. Donc, voilà, j'ai fini ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Les codes QR, c'est pour vous abonner à l'infolette mensuelle et je vais mettre mes informations aussi sur les chats si jamais vous voulez me contacter pour d'autres activités ou si jamais vous avez des questions. On est toujours en contact avec les distributeurs ou les développeurs de technologies. Donc, si vous voulez avoir les prix d'un équipement, ça va me faire plaisir de vous aider. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup, Izmir. Ça a été très. Tu as tenu le temps de façon parfaite. On a un beau 15 minutes devant nous pour les questions. Pour l'instant, c'était assez tranquille, mais là, on vient d'en recevoir une là, de Marine Marel qui demande s'il y a des technologies à l'essai pour les fraises. Oui, on a testé, ben, on est allé voir l'année passée, on est allé voir la compagnie Pitre qui a passé une partie de sa production sur les tables surélevées. Donc, c'est un besoin parallèle, mettons, aux priorités qu'on a établies dans les réseaux, mais c'est parce que c'est une nouvelle méthode, c'est une nouvelle technologie pour la production des fraises. Donc, oui, on a ça. Et pour la fraise, on veut tester des technologies de récolte. Ce qui se passe dans les secteurs des fraises, c'est que mais pour la récolte, toutes les technologies sont en développement. Il y en a une en Angleterre qui est plus au niveau commercial, mais on est en train de les convaincre pour venir démontrer au Québec. Donc oui, on travaille aussi dans les fraises. Mais peut-être la question, je ne sais pas si elle était au niveau du désherbage, là, tu l'avais présenté au début, là, dépendamment des associations, s'il y avait des technologies. Dans le fond, si c'était une des priorités là, d'avoir des équipements de désherbage. Dans la fraise, je ne suis pas certaine, hein? Dans la fraise, c'est pas, on utilise beaucoup la plasticulture au Québec, donc ça les fait, ouais, C'est vrai. c'est très particulier, ouais, et on a du paillis aussi sur les salés, donc c'est moins une priorité. Parfait. On a une autre question, mais là, je pense que je pense que je serais capable d'y répondre. On demande pour ce qu'en est pour le maïs grain, maïs ensilage de soya, mais là, ici, on parle vraiment de secteur horticole. Donc, au niveau des technologies au niveau des grandes cultures, il y en a aussi. Ça pourrait effectivement faire l'objet d'une autre présentation. Là, Izmir est spécialisé en horticole, donc c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas Oui. abordé ces cultures-là aujourd'hui. Mais Mais je c'est pas sais que parce qu'il se fait rien. Nayo travaille beaucoup dans les grandes cultures. OK, bon, parfait. Ben, autre question. Est-ce qu'on a une idée du retour sur l'investissement? Dans le fond, est-ce que vous faites ce genre d'études-là pour voir, tu sais, après combien d'années ça devient rentable? Moi, je me posais un peu la question aussi au niveau de l'utilisation des herbicides. Est-ce qu'on est capable de dire, ben, est-ce qu'on devient compétitif? Est-ce qu'on devient intéressant là, à ce niveau-là aussi? Oui, pour les producteurs, pour les technologies de désherbage, ils vont jamais cibler ou acheter un équipement qui va aller plus loin des 5 ans pour le retour à l'investissement. Donc, il y en a qui les font en 2 ans, en 3 ans, mais ça va dépendre de la taille de l'entreprise et Oui, c'est ça. d'autres facteurs, mais plus que 5 ans, c'est pas rentable. C'est pas un bon C'est équipement. c'est ça. Fait qu'automatiquement, ça, vous ne les mettez pas, tu sais, vous ne mettrez pas d'énergie là, sur un équipement si ça arrive. Tu sais, il n'arrivera pas dans votre veille, autrement dit. Là, il sera pas. Euh, Ou il c'est peut être plutôt surveillé les quand autres, même. ouais, c'est plutôt les autres qui vont déterminer ça. OK, parfait. C'est bon. Là, une suggestion pour ce qui en revient sur les fraises. Ça serait intéressant au niveau des traitements UV et du dépistage pour les fraises. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez venir un peu? J'avoue que c'est quand même, on en entend un peu plus parler, ça, de ce type de traitement-là, là. On Peut-être plus pour parle, les maladies, là. oui, Mm. on parle beaucoup des traitements UV. On essayait d'inviter certaines compagnies, il y en a une en France, les UV Boosting, qui travaillent aussi dans les vignes. La question, c'est que c'est des équipements qui sont toujours comme un prototype. Donc, c'est pas, on n'a pas réussi à les faire venir.
On va être très honnête, c'est comme un dossier qu'on travaille beaucoup avec la zone Agtech. Cependant, ce qu'on voit, c'est que les robots récolteurs euh, mettre de plus en plus cette technologie UV. Donc, pour rentabiliser, mettons, les opérations, ils vont faire de la récolte, mais comme ils passent déjà, puis ils sont programmés pour passer sur les rangs, ils peuvent faire aussi des traitements UV. Donc, on voit qu'ils l'installent, mais c'est quand même nouveau. On a vu deux, trois équipements qui l'ont fait l'année passée, mais sont toujours en test. Mais OK, OK. Bon, ben, en tout cas, c'est vrai que les recherches se poursuivent encore là, à ce niveau-là pour les vignes notamment. Fait exact. qu'on n'est peut-être pas encore tout à fait au point, mais ça s'en vient. En tout cas, ça, c'est sûr, c'est Oui. prometteur. Une autre question. Est-ce que ARA est basé sur une technologie similaire au See and Spray? Lui qui est plus dans les grandes cultures là, de John Deere, là, si je me rappelle bien. Là, je ne sais pas si tu es capable de répondre à ça, là. Je ne connais pas en détail l'équipement de John Deere, mais oui, en fait, tu as des valves qui vont sprayer directement tu en as plusieurs sur l'équipement, puis qui vont aller cibler la mauvaise herbe directement. C'est vraiment des petits jets. Puis aussi, on est capable de voir la mauvaise herbe quand elle est très petite encore. Puis ça, c'est le mieux quand tu rentres dans ton champ, puis que les mauvaises herbes sont très petites parce que ça va te faire sauver aussi un pesticide. Donc, oui, j'imagine que c'est le même principe. Parfait. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant dans le QER, mais moi, j'en avais quelques-unes. Je voulais revenir sur l'outil en ligne de veille technologique que tu as présenté au début. Oui. Je voulais juste être certaine, puis pour le bénéfice de tous, est-ce que ça va être accessible à tous ou seulement aux personnes qui sont impliquées dans les comités du REIH? C'est disponible pour tous les producteurs membres de nos associations et les intervenants. Donc, on va créer juste un code pour y avoir accès, mais ça va être pas compliqué. C'est juste des fois, on veut pas la rendre publique au monde entier. Non, Donc, c'est ça, je comprends. c'est ça. Mais si vous voulez y avoir accès, il va falloir juste m'écrire, puis je vous Ah, donne le OK. code. Puis, ouais, c'est OK, parfait. public. Ouais, Ben, j'avais compris que c'était pas nécessairement ouvert tu sais, sur un site web que tout le monde, le commun des mortels peut aller, là, mais c'est c'est ça. ça. Là. Oui, Mais si, mettons, moi, ça m'intéresse, même si je ne suis pas impliquée dans le REIH, je pourrais te faire une demande. Puis tout le oui, monde qui est tout à ici fait. là, peut faire Oui. la même chose. Bon, parfait. Merci de la précision. J'avais aussi une question par rapport au poids des équipements. Est-ce que vous avez porté une attention particulière quand même à ce niveau-là par rapport à la compaction des sols, entre autres, prévenir là, ces problèmes-là, parce qu'on voit quand même certains équipements sont assez volumineux. Oui. Les équipements qui sont les plus légers puis qui ont ces soucis-là, c'est les porte-outils. La compagnie Nayod parle beaucoup de ça, puis on voit que c'est comme plus une araignée, puis c'est pas tant une grosse boîte, mettons. Oui. Les Carbon Robotics, c'était assez pesant. Mais on a vu le robot autonome. Je sais que c'est moins pire avec les robots attelés au tracteur, mais c'est pas dans leur principe, mettons, Ah, ouais. Mais ça, c'est quand les, même les important. Tu robots sais, portés, c'est ceux qui vont penser plus à la compaction du sol. Ouais. ouais, ben, c'est ça, au moment de la conception, tu sais, je pense quand même peut-être un message à passer via la zone actique, peut-être au concepteur, Oui, tu on sais, le de fait. quand même, c'est sûr que là, ça fait un défi de plus, là, on s'entend que c'est déjà pas simple, je pense, de créer ces équipements-là, mais s'il est trop lourd, c'est clair qu'on ne veut pas non plus là, engendrer d'autres problèmes, là. Oui, et tu sais, quand on organise les démonstrations au champ, on dirait que oui, c'est un événement pour les producteurs, ça c'est le but principal du réseau, mais il y a quand même une rétroaction aussi pour les développeurs de Oui. technologies. Donc, ils se les font dire, c'est trop peu. Ah, Oui, ouais, c'est ça, mon tracteur ne le tire pas, ou c'est ça. Oui. faut changer de tracteur. Bon, c'est ça, exactement. Mais c'est parfait, c'est ça qui est bien, non? C'est vraiment une belle initiative. Oui. J'ai reçu entre-temps une autre question. On demande, c'est peut-être un peu trop pointu, semblerait-il. On va la lire, on va voir. Est-ce que l'intelligence artificielle de ces équipements qui ont des caméras ramasse des données d'identification des mauvaises herbes en même temps? Nombre, espèces, est-ce qu'ils sont capables d'aller jusque-là? Oui, oui. Et mettons, dans les cas je le sais parce qu'on a posé la question directement dans les cas de Lara, des Coq Robotics ou de Carbon Robotics. Ils sont comme une base de données commune dans tous les points où ils travaillent. Donc, c'est
C'est spécial parce que les capteurs, dans plusieurs cas, vont distinguer les deux couleurs, les couleurs de la mauvaise herbe euh, et les couleurs de la terre. Donc, ça peut varier beaucoup. Donc, mettons, en pourpier ici, on ne va pas les voir de la même façon si ton est une machine ici qu'en Irlande ou aux Ah, États-Unis. Donc, ça crée une grosse base de données commune et oui, c'est ça, ils sont en train de ramasser ces données-là. C'est confidentiel dans le sens que ça devient un ensemble. C'est ça qu'ils nous disent, mais je sais qu'il y a beaucoup de... C'est quand même une grosse clause, la clause de confidentialité, et c'est quelque chose qui est très regardé par les producteurs qui ont acquis ce type d'équipement. Ouais, oui, ben, la protection des renseignements personnels, les données, tout ça, c'est exactement. sûr que c'est un gros enjeu. C'est loin d'être simple, là, Mhm. effectivement, mais ça devient quand même, en tout cas, dépendamment à quel point on pourrait avoir accès, ça permettrait de faire des portraits, des fois, de distribution de Mhm. mauvaises herbes dans certaines régions. Ça peut être très intéressant, là, sans nécessairement cibler l'entreprise. En tout cas, on jase, mais la question est quand même intéressante, puis c'est de voir que ça va vraiment vite dans ce milieu-là, en fait, là, c'est que ça évolue rapidement, là. Oui. Mm. Moi, j'avais-tu d'autres petites questions? Je pense que ça faisait pas mal le tour, là, moi, de mon côté. J'en vois pas nécessairement d'autres. Donc, je ne sais pas si ça se conclut comme ça, mais en tout cas, on a accès. Ah, il y a quelqu'un qui lève la main. Je ne sais pas si c'est possible de lui donner la parole, là. Moi, je ne suis pas sûre que je suis capable de faire ça. Mm. Mais je ne sais pas s'il l'a rebaissé, là. Peut-être que c'était juste une erreur. Mm. Ou il peut Juste mettre la regarder, là. question sur le chat. Non, c'est effectivement. Il n'y a plus personne. Bon. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui. Ah, ben, je pense que c'est la personne qui avait levé la main là, qui l'a mis dans le clavardage. Est-ce que la tendance des prix est à la baisse pour les équipements? Est-ce que la demande fait en sorte, il commence à avoir de l'intérêt? Est-ce que ça commence à peut-être faire bouger l'aiguille un peu là, pour le prix des appareils? Pas dans ce que j'ai vu, non. Pas encore. On est encore quand même dans les premiers balbutiements, là. C'est sûr que ça reste quand même, je pense, comme tu le disais tantôt, en lien avec le chiffre d'affaires de l'entreprise, là, c'est sûr que ça a un gros impact là, sur la capacité là, d'acquérir l'équipement, là, ça c'est Les sûr, taux là. Il y en a de d'échange. moindre envergure, mais quand on parle d'1 million et plus, là, on est dans un autre ordre de grandeur. Bon, ben, je pense que ça compléterait, là. Moi, je te remercie énormément. Je vais reprendre pour la fin de l'animation. Donc, je te remercie. Merci encore à notre conférencière. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les faire parvenir au CRAAC, puis on pourra les acheminer à Mme Hernandez, puis elles pourront ensuite être rendues disponibles via la page dédiée. Euh, donc, je vous remercie à tous de votre participation. Merci pour les questions. Un sondage d'appréciation va vous être envoyé après le webinaire. Donc, votre appréciation, le résultat du sondage et vos commentaires seront pris en considération pour de futures activités. Puis avant de vous laisser aller, donc je vous libère 3 minutes, j'aimerais prendre quelques minutes pour remercier à nouveau notre conférencière, Mme Iznir Hernandez, conseillère en innovation agricole pour 4 associations de producteurs, en coordonnant le réseau d'expertise en innovation horticole. Nous vous invitons à visiter la page web du CRAAC de l'événement. Vous pourrez y retrouver prochainement les prochaines dates des autres webinaires à venir. Là, on est vraiment en train de finaliser tout ça, donc vous devriez en avoir des nouvelles très bientôt. Donc, on vous remercie encore de votre participation et on se revoit au prochain webinaire de la série. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci.